Bonjour à tous, on se retrouve pour notre série Portrait d'Alia avec aujourd'hui dans un cadre particulièrement magnifique sur cette promenade As à Jérusalem où on voit l'ensemble de la ville et évidemment la vieille ville aussi. Nous nous retrouvons avec Elie Mouyal. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, on a choisi de venir vous filmer dans ce cadre qui est votre cadre puisque vous habitez à quelques pas d'ici, Oui. dans Jérusalem. Vous venez souvent ici, vous promenez dans cet endroit? Oui, assez Oui. souvent, pour profiter de cette vue merveilleuse. Voilà. Oui, absolument. Est-ce que quand vous voyez Jérusalem, ça fait longtemps que vous êtes là, on va en reparler, vous avez l'impression qu'elle change ou au contraire qu'il y a une permanence dans Jérusalem? Moi, je dirais plutôt permanence, en tout cas pour les lieux que je fréquente ou les lieux que j'aime. Eux restent assez stables. Donc vous êtes arrivé ici il y a déjà longtemps, en 73 précisément. Oui. Bon, c'est une date particulière, Oui. puisque c'était C'était au moment ou juste après. D'autant plus particulière que j'ai choisi comme le jour de mon alia, le lendemain de Kippour 73. Et évidemment, ça a dû être retardé ça a été retardé de 3 semaines. Vous l'aviez décidé quand ça? Je l'ai décidé peut-être 3 ou 4 mois avant. Je venais de passer mon bac, j'étais à l'ENIO, l'école que dirigeait M. Lévinas, et puis je me préparais à me présenter à des écoles préparatoires ou à l'université, et puis d'un coup j'ai eu un déclic où je me suis dit pourquoi pas Israël maintenant. C'est-à-dire si vous m'aviez demandé où est-ce que j'allais passer le restant de mes jours, je vous aurais dit évidemment Israël. Mais à cette époque en tout cas il y avait une grande inertie, on ne pensait pas, c'était pas d'actualité, je dirais même dans les écoles juives, ou dans cette école juive en particulier, c'était pas un sujet qui était vraiment d'actualité, de penser à venir en Israël. Et puis moi j'ai eu comme un éclair, une révélation. Vous vous souvenez de ce moment-là dans cette bibliothèque? Un instant précis dans la bibliothèque de Lignon où j'ai dit mais pourquoi pas maintenant? Et puis ce pourquoi pas maintenant est devenu quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense, est devenu, comme dirait Georgie Ansel, une décision. Alors la décision, c'est quelque chose qui a été pris comme ça à cette seconde même, et donc un tournant majeur, même si c'était quelque chose que je pensais faire probablement plus tard, mais voilà, c'était remis. Donc là, vous C'était pas veniez de passer d'actualité. votre bac Je venais de passer mon bac, oui. et vous avez choisi cette date, évidemment, Voilà, sans savoir que... le lendemain de Kippour. Voilà, le lendemain de Kippour, c'était un choix, j'imagine, de Oui, venir oui. le lendemain de Kippour. Oui, oui, Il s'est trouvé que ça correspondait aux rentrées des classes. Si vous C'est voulez, j'allais à Haïfa, au Ternion, pour faire une préparation. Il fallait faire une préparation, il y avait un concours d'entrée, et puis mon hébreu, même si je fréquentais les écoles juives, n'était pas vraiment adéquat pour poursuivre des études. Donc il y a ce qu'on appelle une mechina, une préparation, qui était la préparation aussi bien à l'hébreu que la préparation au concours d'entrée au Ternion. Et donc voilà, je suis arrivé juste 3 semaines après, au moment où les vols avaient été rétablis, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment se rendre en Israël. Et quand je suis arrivé en Israël, il y avait le couvre-feu encore. C'est-à-dire que les lumières, il fallait éteindre les lumières le soir. Donc c'était un moment très, très intense, très dramatique, très pas facile, mais en même temps un moment d'union exceptionnelle. C'était exceptionnel. Comment les gens, il y a une union entre les gens, c'est-à-dire que par exemple, pour faire du stop, il suffisait qu'on lève le doigt pour qu'une voiture s'arrête. Donc il y avait une énorme fraternité qui régnait, c'était une ambiance très particulière. Et dans certains milieux aussi, tout cela était aussi mélangé avec des espérances messianiques. Alors chez les laïcs, c'était une fraternité, il y avait fraternité, messianisme, et puis aussi grande difficulté, grande difficulté. Au Ternion, je voyais des gens qui avaient subi vraiment les malheurs de la guerre, des amputés, on voyait des veuves, on voyait des gens noirs. C'était une période intense et difficile. On va y revenir. Mais peut-être quand même restons un tout petit peu encore avant la décision, parce qu'il y a eu ce déclic à partir duquel nous avons commencé cette conversation. Oui. Mais évidemment, ce déclic est le résultat de tout un processus, j'imagine, peut-être qui vient déjà de votre famille ou de l'envie d'aller en Israël à un moment donné. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période qui a précédé de votre enfance, de votre jeunesse? Alors, si vous voulez, donc mon itinéraire est un itinéraire, je dirais pas d'apatride, mais j'avais pas vraiment. Voilà, je suis né à Tanger, et quand Tanger était encore international.
hein. Donc déjà, j'étais pas vraiment sur un territoire bien défini, territoire international. Et je suis né à Tanger avec un passeport hollandais, parce que mon père s'est engagé dans l'armée hollandaise en 1942 comme parachutiste pour aller combattre les nazis. Donc voilà que je nais dans un endroit international avec un passeport hollandais, dans un endroit où on parle l'espagnol et le français. Et puisque ma mère venait, elle, du Maroc français, donc il y avait tout ce mélange et une appartenance juive, une identité juive très forte. Hein. Tanger était une ville où il y avait 15 000 juifs qui étaient très présents. On sentait, et puis avec une liturgie absolument merveilleuse. C'était pas des grands savants, mais une liturgie et un amour, une manière de vivre très juive. Et comment on vivait avec l'environnement arabe, musulman autour assez séparés. Il faut dire qu'on était assez séparés. En tout cas, bon, c'était déjà une période où les Juifs avaient été passés dans les parties européennes de la ville, mais un peu avant, pas bien avant, on vivait dans le Soko, mais là, c'est-à-dire il y avait un grand mélange, et puis les relations étaient plutôt étaient cordiales, étaient même un peu plus que cordiales, pas les meilleurs du monde comme parfois c'est décrit, c'est-à-dire qu'il y avait des incidents, il y avait aussi donc tout n'était pas pure cordialité, mais c'était quand même pas mal. Et puis on vivait aussi en osmose avec la culture, avec l'architecture, avec l'art culinaire et même la musique. Voilà que la musique, ce qu'on chantait dans les synagogues et la musique andalouse que l'on entendait chez les musulmans, eh bien l'écart il était faible. Hein. Donc beaucoup de ce point de vue-là, beaucoup de ma famille est arrivée au Maroc juste après l'expulsion d'Espagne. Donc on avait 5 siècles de Maroc, on était bien imprégnés et beaucoup d'amour pour cet endroit, beaucoup d'amour. Oui. Alors vous êtes venu sur le continent européen. Et alors le continent européen, c'était juste à l'âge de 5 ans, on est passé à Madrid en Espagne, puisqu'on avait la langue et puis il y avait quand même le soleil. Hein, il ne fallait pas que ce soit trop brutal. Le passage, c'est un passage doux vers l'Europe, donc à Madrid, qui est une ville absolument magnifique. Alors on était quand même sous 2 kherem, 2 interdictions. Donc on violait déjà, voilà encore un statut bizarre. Hein. D'un côté, on était interdit de séjour par les Espagnols, puisque le décret de 1492 valait pour 500 ans. L'interdiction aux Juifs d'habiter en Espagne, donc on violait cela. Et d'un autre côté, on avait Rabbeinu Gershon aussi qui interdisait aux Juifs d'aller en Espagne. Donc on a violé allègrement les 2 décrets, mais c'était très bien. On était très bien là-bas. Et là-bas, j'ai intégré le lycée français. Et toujours avec une identité juive très marquée. Tout le monde savait qu'on était très peu de juifs. Hein. Il y avait à Madrid à cette époque la communauté dans laquelle mon père était très actif. Il y avait peut-être, 300 familles, donc pas grand monde. Hein. Et puis, mais au lycée français, il y avait quelques juifs, mais j'étais tout de suite reconnu et marqué comme juif puisque j'étais, comme les protestants, dispensé de catéchisme. Et mon identité juive, je la réclamais. Hein, j'étais très fier de cette identité. Vous avez eu des rapports parfois conflictuels avec l'environnement ? Alors écoutez, je ne sais pas si c'est est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est de la réalité, mais je sais que... moi, j'ai un souvenir très clair, hein, mais qui peut-être relève du songe, dans lequel, après un cours de catéchisme dans lequel on aurait exposé les théories déicides, on m'aurait attrapé pour me battre. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais. Je l'ai vécu comme ça. En tout cas, voilà le ressenti. Ça, c'est clair. Et voilà il était bien clair que j'étais à part. Je ne faisais pas partie du groupe. Et ce sentiment-là m'a toujours suivi. Il était important. C'était vraiment marquant chez moi. C'était d'avoir cette judéité marquée et la non-appartenance au groupe. La définition finalement du juif aussi en exil, à un moment donné, il est marqué juif en exil. Tout à fait juif en exil. Ensuite, vous partez en France.
Mais avant de partir en France, j'ai quand même fait mon premier séjour en Israël. J'étais très très fier à l'âge de 9 ans. En quelle année? Donc en 1964, mon père décide qu'on va passer nos vacances en Israël. Alors j'étais tellement fier le dernier jour des classes au lycée français de Madrid, quand chaque élève devait annoncer à quelle destination, où il allait passer les vacances. Alors chacun c'était dans un bled différent d'Espagne. Et moi j'annonce, mais très fièrement, que je vais en Israël. Alors endroit donc très éloigné. Il faut prendre l'avion, personne n'avait pris l'avion à l'époque, en 64, les enfants ne prenaient pas l'avion, enfin c'était rare quand même, et puis il n'y avait pas d'avion direct, il n'y avait même pas de relations diplomatiques. Alors j'étais très très heureux d'annoncer ça, j'étais très fier d'aller dans cet endroit qui pour moi était un endroit tellement important, qui représentait déjà spécial, quelque chose comme une destination. Quelque chose de peut-être mythifié, ou vous n'avez pas été déçu par ce voyage, au contraire par rapport à ce que vous attendiez? Vous pouvez nous dire quelques mots de vos impressions d'enfant à cette époque, pour la première fois que vous arriviez dans ce pays? Des impressions. Non, je trouvais le pays merveilleux, la lumière merveilleuse, et le fait de dire voilà, tout le monde est juif, c'était incroyable. Après cette expérience de juif solitaire, complètement se retrouver avec que des juifs, c'était absolument extraordinaire. Comment il était le pays à cette époque-là? Il avait à peine... Qu'est-ce qu'il avait 14 ans, 15 ans? Oui. Eh bien, voilà, il n'y avait pas de grande abondance, de grande richesse, mais les choses étaient de qualité. Voilà, on sentait vraiment la qualité des gens, la qualité des endroits. Il y avait, moi j'ai adoré. Il y a tout de suite eu une sorte de... J'ai adoré, et puis j'ai adoré aussi les activités, la manière dont j'étais dans une colonie de vacances absolument merveilleuse, dans laquelle il y avait plein d'activités. Et je trouvais que le rapport à l'enfant aussi était exceptionnel. Et, ce qui vous changeait de votre lycée? De mon lycée français rigoureux, horrible, horrible, avec ces professeurs français très stricts, très sévères. Donc il y avait quelque chose de beaucoup plus... Bon, c'était une colonie de vacances, c'est vrai, mais quand même, on sentait partout... et quelque chose de beaucoup plus... il y avait de la fraternité. Hein. Il y avait voilà ce qu'on... Donc vous êtes resté là l'été, vous êtes revenu ensuite en Espagne. Et puis ensuite, je suis revenu en Espagne. Il y a eu la décision de venir en France. Et puis mon père a décidé qu'à un âge bien jeune, à l'âge de 10 ans, vu qu'il n'y avait pas d'école juive en Espagne et que je devais recevoir une éducation juive, il décide de m'envoyer à l'âge de 10 ans en internat, à 1000 km de distance. Alors, donc j'arrive à Maïmonide, et le directeur à l'époque était Théo Dreyfus, et puis voilà que je replonge dans un milieu complètement juif, un internat. Bon, il y avait les difficultés évidemment d'arriver dans un internat à 10 ans, c'était pas vous rompiez avec la famille, c'était dur comme décision. Avec la famille, je rentrais en Espagne tous les 4 mois, à chaque fois quand il y avait des vacances, tous les 3 mois, 4 mois, mais en même temps, je prenais l'avion tout seul. J'avais 10 ans, 11 ans, j'avais gagné aussi beaucoup d'indépendance. Enfin, vous n'aviez pas la dafina tous les Shabbats midi? Je n'avais pas la dafina, non, mais je ne me plains pas de la nourriture à Maïmonide. Maïmonide aussi, il y avait d'abord j'étais en contact avec l'enseignement juif, avec l'hébreu. Et ça c'était important, et assez vite, j'ai commencé même à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à écouter, à aller voir des gens, et entendre des cours, même à l'extérieur de l'école, de manière indépendante. Donc, et puis il y avait la France, je pensais que l'Espagne était un peu... je regardais l'Espagne, depuis la France, je regardais l'Espagne un peu de haut. J'ai regardé un peu de haut, d'abord parce que j'avais acquis cette indépendance. Et puis je trouvais que intellectuellement, la France vibrait beaucoup plus que l'Espagne catholico-franquiste. Je trouvais, vous êtes resté toute votre scolarité dans cet établissement? Non, je suis passé en classe de seconde. Alors, quand j'arrive en classe de 4 ans ou 5 ans après mon arrivée en Espagne, à Paris, à Maïmonide, mes parents décident de passer à Paris.
Donc mes parents m'ont rejoint. Et puis, donc là, je suis passé et on habitait dans le 16e, rue Michel-Ange. Alors là, je suis passé à Legnaud, chez Monsieur Lévinas. Et puis donc j'ai passé d'une école qui se trouvait à 1000 km de distance à une école qui se trouvait à 10 mètres de distance, puisque c'était le trottoir d'en face. Et là j'ai eu le bonheur et le privilège d'entendre régulièrement les cours de Monsieur Lévinas, en particulier le samedi, mais il a même parfois, pour nous punir, enfin moi je ne le sentais pas du tout comme une punition, mais parfois on était collés. Et il avait décidé, M. Lévinas avait décidé que notre instruction juive était trop élémentaire et qu'on était collés le vendredi et il allait nous donner des cours lui aussi. Alors moi j'étais aux anges, j'étais quand même une exception parmi les autres, je pense, mes camarades s'en plaignaient, moi j'étais très très content. C'était des cours de philosophie parce qu'en fait il enseignait la philosophie. Il a enseigné la philosophie, pas de mon temps, alors il nous a donné une série de cours absolument exceptionnels sur les psaumes, et en particulier sur le Hallel. Et chaque fois que j'écoute le Hallel, pour moi, je vois Monsieur Lévinas nous parler de ces textes. Et à quoi il vous a ouvert finalement cet enseignement de Lévinas? Ça vous a fait découvrir quoi dans le judaïsme que vous ne connaissiez pas forcément avant? Comment dirais-je, voilà, un écart, s'écarter un peu d'une religiosité et de superstition et d'arriver à une pensée beaucoup plus conceptuelle, raffinée et puis évidemment éthique, qui touche beaucoup plus à l'essence des choses. C'est-à-dire qu'il pouvait traduire en termes philosophiques aussi cet enseignement traditionnel. Et évidemment, la chose majeure pour moi, c'était à l'âge de 15 ans aussi de commencer à étudier avec son gendre, Jean Jancel, et qui nous dit c'est un cours de Talmud, en fait, 2 fois par semaine. Et ça a été encore, voilà, ça a été toute l'expérience marquante. Alors là, vous passiez du Maroc, Espagne, à l'étude à la lituanienne un peu. À la lituanienne. Alors, ça vous a pas fait un choc culturel? Non, alors voilà, le Maroc, l'Espagne, c'était la liturgie, et c'était surtout par mon père, qui est un Chazan émérite, et celui qui chante donc un Baal Koré, voilà, il sait aussi lire la Torah, donc toute la liturgie, je prenais la liturgie chez les Séfaradim et l'étude chez les Lituaniens, mais ça m'allait très bien, J'ai toujours été curieux de savoir comment les Séfaradim étudiaient. C'était pour moi un petit peu un mystère, jusqu'au moment où j'ai rencontré quand même Manitou. Et là ça a été encore une qu'on savait aussi étudier chez les Séfaradim. On pouvait aussi étudier chez les Séfaradim. Donc là, on en arrive finalement à ce moment de la décision de la bibliothèque de Legnaud. Oui. Vous disiez que l'ambiance n'était pas forcément portée vers l'Aliyah, le sionisme dans cette communauté-là. Je dirais qu'elle n'était pas anti-sioniste, je dirais qu'elle était bien pire que cela. Elle était asioniste, c'est-à-dire que la question sioniste, la limite, ne se posait pas. Ne se posait pas vraiment. C'était pas un choix de vie, c'était pas une décision, c'était pas quelque chose. Donc la plupart des élèves n'envisageaient même pas l'idée de venir en Israël. En fait, de ma promotion, on a été 2 à venir en Israël. En fait, vous aviez gardé cette petite lumière qui avait été éclairée depuis longtemps. Tout le temps, oui. C'est-à-dire de non-appartenance. C'est-à-dire que je pouvais être en même temps complètement en symbiose avec l'endroit où je me trouvais, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Espagne, parce que j'adore les traditions, la culture espagnole, la musique espagnole, la langue qui est ma langue maternelle, donc l'espagnol. La France, on ne parle pas, évidemment. La France, aujourd'hui encore, bien que je n'ai passé que 9 ans de mon existence en France, voilà que je continue à penser en français et à rêver en français. Donc le français est devenu absolument prédominant, absolument fondamental. Ça veut pas dire que je ne maîtrise pas l'hébreu non plus. L'hébreu, l'anglais aussi évidemment pour le travail, mais le français me lie tout ce qui est du domaine de la pensée, ça se pense pour moi en français. Donc j'étais bien dans tous ces endroits, j'étais très bien. Donc il y avait ce milieu,
en France, à Legno en tout cas, et dans la communauté juive peut-être en général, il n'y avait pas cet attrait pour Israël, ou cette centralité d'Israël comme on peut peut-être le voir aujourd'hui. Oui. Mais en vous continuait à vibrer cette flamme sioniste, on pourrait dire, même si elle n'était pas formalisée en tant que telle. Même si elle n'était pas actualisée. Oui. Voilà. C'est-à-dire, et qui vous a traversé pendant tout l'exil. Absolument. Absolument. Encore une fois, je dis, si on m'avait posé la question, où est-ce que tu vas passer le restant de ta vie, j'aurais tout de suite répondu, toujours, c'est en Israël que je serai. Mais le passage à l'acte, c'est une autre affaire. Et ça ne vous a pas empêché d'être à l'aise dans ces différents pays? Alors j'étais à l'aise, plus ou moins à l'aise avec les cultures, à l'aise avec les langues, mais en même temps, fondamentalement, je ne me sentais pas chez moi. Je n'étais pas chez moi. Je n'étais pas chez moi au Maroc, je n'étais pas chez moi en Espagne, et je n'étais pas chez moi en France. C'était pas un chez moi. Alors, et en plus, tout ça couronné par en plus un passeport hollandais. Donc voilà, un sentiment d'être un peu curieux. Voilà, je pense que c'est une expérience peut-être vraiment, ça s'expérimente chez les Juifs, d'être en même temps en communication totale avec la culture de l'endroit, mais en disant c'est pas chez moi. Alors vous arrivez en Israël. Alors, vous aviez commencé à nous raconter cela. D'abord, sur ce point-là, précis, est-ce qu'à la première minute, vous vous êtes dit, là, ça y est, je suis chez moi, j'ai posé mes valises, quel était le contexte, par ailleurs, difficile dans lequel vous arriviez? Est-ce qu'il s'est produit quelque chose? C'est un peu plus subtil, c'est un peu plus complexe, Alors, oui, le chez moi, oui, je l'affirme d'une manière absolue, qu'à aucun moment, il n'y a eu la moindre... Il n'y a pas... Ça, il n'y a pas la moindre hésitation sur cette affirmation-là, que ici, c'est chez moi. Alors que cette hésitation, non seulement une hésitation, une négation dans tous les autres endroits, c'était une négation. C'est pas ici, c'est pas chez moi. Et là, d'un coup, je me trouve ici, c'est chez moi. Mais ce chez moi, je me dis, c'est un peu plus subtil. Alors j'ai l'habitude, quand on me questionne sur ce sujet, j'utilise un verset qui a été dit par un verset de la Bible où Moïse dit, en parlant de son aventure égyptienne, qu'il était guerre be'eretz nochria. Alors un peu difficile à traduire, mais allez, en approximation, on va dire, j'étais étranger dans une terre étrangère. Alors il a dit ça quand Moïse? Je ne sais pas exactement à quel moment. Il parlait de l'Égypte. Il parlait de l'Égypte. Il parlait de l'Égypte, donc il a dit « je suis étranger dans une terre étrangère ». Mais en fait, il faut raffiner un peu plus, essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça signifie que ce terme de guerre et qu'est-ce que ça signifie ce terme de Eretz Nochria, de cette terre qui n'est pas la mienne. Alors, moi je dis par rapport à cette phrase, en jouant sur les mots, pas jouant sur les mots, je dis, mais je le ressens d'une manière profonde, moi, je suis étranger chez moi. Ici. Donc, voilà, je suis chez moi, mais il y a quelque chose encore de l'étranger. Il y a encore quelque chose de l'étranger. Je ne peux pas dire que... mais c'est un chez moi. Et il ne faut pas enlever le chez moi, reste une affirmation absolue. Mais en même temps, étranger, mais de quel étranger s'agit-il? Oui, j'allais dire comment ça se manifeste. Alors, comment ça se manifeste? Alors justement, j'en parlais dernièrement j'avais exposé cette idée à Georgie Ansel, avec qui je continue à étudier. Et puis il m'avait dit, voilà, ce statut de guerre d'étranger, il se décline d'abord en deux. Il y a ce qui s'appelle le ger toshav, donc l'étranger résident. Et puis, il y a le ger tzedek. Le ger tzedek, c'est celui qui a décidé, alors pour employer encore la terminologie de Georgie, pas de se convertir, mais de se naturaliser. On se naturalise juif. On ne se convertit pas au judaïsme, on se naturalise. Alors, il y a ces deux, il a distingué au niveau de guerre. Oui. Alors donc, ça veut dire que le ger dit toshav, celui qui réside parmi les Juifs. Il réside parmi les Juifs, il est astreint. Alors voyons les choses au niveau de la halacha, au niveau de son comportement, de ce à quoi, de ses droits et de ses devoirs. Il va avoir un certain nombre de droits et de devoirs qui vont être différents, qui vont être... Alors en fait, mais on va compléter le tableau, puisque avant ces deux statuts-là de guerre, il y a encore le statut du Oved Kochavim. Oved Kochavim, c'est l'idolâtre.
Donc, et puis ensuite, il y a le statut du Noachide, celui qui respecte, qui n'est pas juif, mais qui respecte les 7 lois auxquelles Noé s'est astreint. Et puis ensuite, on passe à Ger Toshav, Ger Tzedek, et à la fin, on va arriver peut-être au Ivri. Hein, on va arriver à l'hébreu. Alors, donc, il y a toute cette gradation. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, chacun va avoir, par rapport à la halacha, ou même par rapport au droit civique même, okay, il va y avoir des différences de l'un à l'autre. Et c'est intéressant d'ailleurs que toute cette gradation, hein, pas à l'identique, mais même en passant ici par le ministère de l'Intérieur, vous pouvez un petit peu la retrouver. Je suis passé un petit peu par toutes ces catégories, même s'il n'y a pas un parallèle absolu, mais c'est intéressant de voir que voilà, cette question d'identité, hein, elle est, même au niveau du ministère de l'Intérieur, elle se décline d'une manière subtile. Quand je suis arrivé ici, j'avais un statut d'étudiant, c'est-à-dire pas, voilà, il n'y a aucune obligation, il ne faut pas aller à l'armée, mais alors tu te payes tes études, hein, tu ne demandes pas au gouvernement de te payer les études, donc un statut un petit peu électron libre. Ensuite, je suis passé au statut de Toshav Arai, comme un Ger Toshav. Hein, Toshav Arai, c'est-à-dire résident temporaire. On ne devient pas tout de suite résident. Il y a une transition, on est résident temporaire. Après résident temporaire, on devient Toshav Keva, on devient résident permanent. Et après, des résidents permanents, déjà, il peut voter à la Knesset, alors que le Arai ne peut pas voter à la Knesset. Voilà, chacun des... Et puis ensuite, vous pouvez devenir israéli. Hein, vous êtes israéli, vous avez le passeport. À la fin, je suis devenu. Aujourd'hui, c'est mon statut. Mais si je arrête reviens... une minute parce que oui. Là, on entend précisément l'appel à la prière. Ah ben, prions. Ah voilà. Non, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres résidents aussi ici. Ah ben, est-ce que vous les considérez alors ça dépend. Aussi comme des Israéliens? Alors ça dépend. En tout cas, oui, les Israéliens. Non, c'est des Ger Toshav. Oui. Il faudrait... Alors le Ger Toshav, le statut du Ger Toshav, c'est celui avec qui on vit dans la meilleure entente civique possible, qui a les mêmes droits civiques, on a tous les mêmes droits civiques et les mêmes devoirs, mais par contre, là où il va y avoir une différence, c'est par rapport aux aspirations nationales, aux aspirations politiques. Alors là, on est en conflit. Vous voyez, vivre avec eux, mais j'ai la meilleure entente avec cette communauté, tant qu'ils ne sont pas là à réclamer une autonomie, ou plus, en fait, c'est pas juste une autonomie, mais prendre ma part sur donc des droits politiques, voire avoir une armée, etc. Donc voilà où ça... Alors revenons-en à vous. Mais ça a très bien fonctionné. Je veux dire, le statut de Toshav, de guerre, qui n'est pas un Ger Tzedek. Ger Tzedek, donc, c'est quelqu'un qui prend sur lui aussi les lois de la Torah. Mais un Ger Toshav, c'est quelqu'un avec qui on habite, voilà, les mêmes... et en fait, ça fonctionnerait pas mal. Ça a l'air presque de fonctionner comme ça, si ce n'est quand ils ont des revendications territoriales, d'autonomie, politique, etc. Alors revenons-en à votre classification et à votre parcours, plus précisément, puisqu'on en était au fait que vous étiez progressivement, vous êtes devenu israélien. Alors en fait, oui, mais en fait, je suis devenu israélien, mais quelque part, je me suis arrêté quand même au niveau de la phrase que je vous disais au départ, que je suis guerre chez moi, je suis devenu, et c'est Georgie Ansel qui me le faisait remarquer, je suis quelque part dans le statut du Ger Toshav, du Ger Tzedek. Ger Tzedek, c'est un peu comme si, en arrivant en Israël, j'avais obtenu le statut de naturalisé, mais pas d'autochtone, pas de quelqu'un qui est né ici. Hein, ou pas un peu comme quelqu'un qui décide de prendre sur lui, de se naturaliser juif, de prendre sur lui toutes les lois de la Torah, ben il est astreint à tout, mais avec une toute petite, il y a de toutes petites choses auxquelles il n'a pas accès. Par exemple, il ne peut pas devenir roi. Hein, il ne peut pas avoir accès au pouvoir politique parce que, dit non, quand même, ça, pas encore, mais, et là, c'est là que ça devient intéressant, laissons passer une génération. C'est-à-dire que la génération d'après, ben, ce sera fait. La génération d'après, ce n'est plus un Ger Tzedek. La génération d'après, ça devient un pur Ivri. La génération. Et c'est exactement comme ça que je le ressens par rapport à mes enfants. Alors je vois que moi, je suis dans ce statut nouvellement acquis, parce qu'à l'étranger, quand j'étais hors d'Israël, j'étais pas du tout, j'étais un juif, j'étais pas un Ger Tzedek.
Là, en arrivant en Israël, j'obtiens ce statut de Ger Tzedek, de naturalisé. Et là, je dis que ce qui va jouer, ce qui va faire la différence, donc c'est une génération, et moi je pense que ça joue au niveau de l'épigénétique. C'est-à-dire pas la génétique, hein, pas la génétique propre, mais l'épigénétique, c'est-à-dire comment, voilà, les gènes vont être modifiés. Les gènes sont modifiables. Et donc c'est la génération d'après, c'est-à-dire la génération de mes enfants, où cette chose-là, voilà, cette différenciation entre le ivri et ce que je ne suis pas encore à 100%, tout à fait, mais presque, va complètement s'effacer, mais c'est transitoire. Il ne faut pas, voilà, c'est pas, je ne le vis pas. Je le vis un petit peu comme un problème, malgré tout. Hein. Je suis dans cette phase de transition. Et pourtant, vous êtes là, vous l'avez dit depuis 1973. Parce que je suis chez moi. Oui. Parce que je suis chez moi. Il y a la deuxième partie de la phrase qui est fondamentale. Hein. Je suis étranger, mais chez moi. Le chez moi fait que, voilà, je suis ici. Comment ça se manifeste concrètement, cette étrangeté? Je préfère, et voilà, je fréquente plus des francophones que des hébraïsants. Quoique, non, je vais à des cours en hébreu, hein, je maîtrise l'hébreu et tout, mais quand même mes amis proches, la famille, j'évolue dans ce cercle francophone. Et puis, je pense aussi, si vous voulez, que quelque part, ce caractère de l'hébreu au niveau des gens, au niveau de la nation, n'est pas encore... Il est en gestation, il n'est pas encore suffisamment affermi pour que je puisse dire, ben voilà, tout ce qu'il y avait derrière ne m'intéresse plus, et je rentre dans ce moule-là. Mais c'est un moule, comme je dis, qui est en gestation, et je ne peux pas renoncer à toute la richesse qu'il y avait, toutes ces étincelles qu'il y avait dehors, pour quelque chose qui, ici, à mon sens, est encore en élaboration. Et plein d'espérance, plein d'espoir, mais encore en élaboration, et je ne peux pas même vous dire vers quoi exactement, hein, on ne peut pas encore le cerner, le distinguer d'une manière précise. Et donc, voilà, des fois... Est-ce que dans les situations de la vie quotidienne, chez les commerçants ou dans les relations avec les Israéliens, qui seraient plus eux engagés dans l'hébraïsme plutôt que vous, est-ce que là aussi il y a de la gêne parfois? Il y a aussi de la gêne, en tout cas une difficulté de relation? 2 ou 3 fois, quand j'ai eu des grands accrochages avec des gens, je me suis entendu dire une chose absolument horrible. Je me suis entendu dire « retourne en France ». Ah bon, on vous a dit « retourne en France ». On m'a dit « retourne en France ». Dans quelles circonstances? C'est peu important. Ah bon. Voilà, on s'était chamaillé. Dispute, voilà. On s'était chamaillé. Non, on s'était chamaillé, mais moi, si vous voulez, j'apportais aussi mes valeurs ou ma manière d'être. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il dit non, ici c'est pas comme ça. Retourne en France. Alors j'avais trouvé ce retourne en France absolument exécrable. Bon, je leur avais dit que j'étais à ce moment-là, j'avais dit retourne en France. Tu sais, je suis non seulement israélien, mais je suis officier dans l'armée. Alors retourne en France, d'autant plus qu'en France, je n'ai passé que 9 ans de mon existence, alors qu'en Israël, j'en ai passé plus de 40. Alors retourne en France, vraiment, c'était une terrible insulte, qualifiée d'antisémite, mais une insulte absolument atroce. Et alors on avait décelé encore, je dois avoir encore des traces d'accent français. Mais on me distingue, quoi. Il y a une manière de se comporter, il y a une manière de s'habiller, il y a donc une trace d'accent, il y a toutes ces choses-là qui existent encore. Parce que le français, aux yeux de l'israélien, c'est quelqu'un qui est un peu rigide ou qui a des manières, qui n'est pas assez direct. Alors il y a eu... Ou qui se croit, ou qui veut donner des leçons. Oui, bon, d'abord, si vous voulez, au niveau de... Quand je suis arrivé ici... ça pouvait être assez douloureux de ne pas être reconnu pour ce que l'on était ou ce que l'on pouvait apporter. Alors je vous raconte une anecdote, c'est quelque chose qui m'est arrivé, il y avait le président, Yitzhak Navon, faisait un discours dans le centre du judaïsme marocain à Jérusalem. C'était des amis de la famille qui avaient donné une pièce, il a fait un discours. Alors dans ce discours, il disait, vous savez,
là je me situe comme marocain, je vais commencer par marocain. Vous savez, les Marocains en Israël ont cette réputation d'être des gens qui demandent, qui se plaignent beaucoup et qui disent « Magui Ali, cela me revient et j'ai été lésé ». Et puis Yitzhak Nabon dit « Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. » En fait, et il a rapproché ça à l'histoire de Caïn et d'Abel. Et il dit Caïn, ce qui a engendré chez Caïn cette grande colère et cette terrible violence, c'est le fait que le sacrifice qu'il a apporté à Dieu n'a pas été accepté. Alors, il dit voilà, ce qui déclenche la colère, c'est quand vous venez avec quelque chose et ce quelque chose n'est pas reçu. Alors, ça m'a énormément touché parce que c'était mon expérience, mais à double titre, et j'étais le voir. J'ai dit, vous savez, moi j'ai vécu cela aussi bien en tant que venant du Maroc, c'est tout le monde des traditions marocaines, qu'en tant que francophone. En tout cas à l'époque. En tant que Marocain, voilà, le Marocain s'était réduit au thé à la menthe à peu près. L'apport culturel marocain, c'était le thé à la menthe, et l'apport culturel français, c'était la baguette. C'était à peu près de cet ordre-là. Et donc c'était une blessure terrible de sentir, vous avez côtoyé des gens comme M. Lévinas, comme Georges Ancel, des intellectuels, et puis enfin et des traditions culinaires, mais un savoir-vivre extraordinaire, architectural, musical au Maroc, et tout cela est voilà, tout ça n'a pas l'air de compter beaucoup. Les choses changent, les choses ont changé, mais quand même quand vous arrivez avec des diplômes, voilà, le monde, Israël est quand même sous l'égide américaine, c'est les standards américains. Vous arrivez avec des diplômes français, voilà, ça ne va pas être très reconnu. Vous arrivez avec cette culture française, mais les choses se modifient. C'était assez terrible en 73 quand je suis arrivé. En 73, c'était assez terrible. Une autre anecdote, une fois j'avais pris le train de ce long trajet de Haïfa à Jérusalem en train, ça prenait à peu près 4 heures, et le contrôleur du train qui vient me demander mon ticket, et puis, bon, question habituelle à cette époque, et d'où tu viens? Et alors moi, évidemment, il fallait que j'affirme, je viens du Maroc. Du Maroc, parce que j'étais aussi, je sentais, même si moi personnellement je n'ai jamais été lésé, vraiment, mais j'avais je voyais ces gens qui avaient été parqués dans des villes de développement, j'avais une grande solidarité, une grande empathie pour eux, même si moi je n'ai pas subi ça. Alors je disais, je viens du Maroc, et le contrôleur me répond en hébreu, il me dit Kol hakavod atan nira kmo Amerikai. Ça veut dire, bah, chapeau, tu as l'air d'un Américain. Je dis, bon. Mais voilà, c'était un peu ça. Donc, ça, ces choses-là étaient un petit peu quand même, un petit peu douloureuses. Mais en même temps, il y a des parties de je suis tout à fait en osmose avec la société israélienne. C'est-à-dire, voilà, j'apprécie en particulier les grands traits de génie. C'est que le génie, hein, qui est encore en devenir, comme je dis, mais le génie israélien, pour moi, s'exprime en particulier dans l'humour, que je trouve absolument exceptionnel, et que je trouve être une production authentique. Alors sur ce point, parce que là, humour juif, on connaît, humour israélien, ah, mais il y a un humour israélien. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Comment on le caractérise? Ah, je ne peux pas vous dire. Comme ça, ce serait difficile. Mais j'ai vu, il y avait des programmes à la télévision, mais hilarants. Mais c'est bon, il y a quelque chose qui est du ressort aussi de l'humour juif, c'est-à-dire de l'ironie sur soi-même, hein, mais avec une encore plus, enfin voilà, à l'israélienne, une manière différente. Et ça, j'ai trouvé absolument génial. Je trouve aussi que le cinéma israélien est capable de choses absolument remarquables. Et là maintenant j'étudie aussi dans des cercles d'études israéliens en hébreu où je suis... et l'apprentissage de la langue, puisqu'on parle de cette porte d'entrée essentielle pour être aussi dans cette culture. C'est laborieux, je veux dire, moi j'ai une maîtrise oui, très bonne, si vous voulez, de l'hébreu. Bon, évidemment, après toutes ces années, après avoir fait mes études ici,
mais je me bagarre encore, comme dirait M. Lévinas, avec les lettres carrées. J'ai encore du mal avec la lecture. La lecture, c'est laborieux. Voilà, ça reste encore là. Je peux lire un livre en hébreu, mais enfin, si j'ai à choisir entre lire un livre en hébreu ou le lire en espagnol, en anglais ou en français, je prendrai les trois autres plutôt, l'hébreu. Donc voilà, c'est encore rugueux. C'est encore rugueux. Ça passe pas encore complètement, même si je capte complètement l'esprit israélien, donc l'humour. L'humour surtout, à un moment j'étais même au fait de tous les détails de la politique, mais maintenant ça m'intéresse, disons que ça m'intéresse assez personnel, ça m'intéresse vraiment très peu, donc j'ai coupé avec toutes ces choses-là, ça m'intéresse beaucoup moi. Vos enfants, vous avez parlé de vos enfants, oui. Eux, vous diriez, ce sont des Hébreux, ou ils sont en tout cas en voie d'hébraïsation avancée. Bon, moi j'emploierais quand même le mot israélien, je ne sais pas si j'emploierais le mot hébreu. Alors le mot hébreu, si vous voulez, il est paradoxal. Pour moi, en tout cas, il est paradoxal. Parce que hébreu, évidemment, étymologiquement, ça renvoie à l'autre rive, mais à Ever Hacheni. Et j'avais entendu même, je me souviens avoir entendu Benny Lévy dans sa fulgurance habituelle, il a employé la manière dont il a parlé l'autre rive, ça m'avait vraiment interpellé. D'autre côté, mais il y a quelque chose de quelque part. Je trouve, pourquoi je vous dis qu'il y a un paradoxe, c'est comme si, quand j'étais hors d'Israël, que je sentais l'autre rive, parce que je me sentais appartenir à l'autre rive. Mais là, c'est comme si j'étais arrivé à ma rive. Donc il y a moins l'autre rive. Ouais, alors où est l'autre rive, c'est ça? Alors c'est pas net. J'étais plus dans l'autre rive, regarder vers l'autre rive quand j'étais là-bas, un peu comme Abraham qui regarderait vers Canaan. Hein? La terre promise, oui. La terre promise, mais là j'y suis. Oui. Alors, l'autre rive, quelle autre rive? Non, je suis dans ma rive. Mais alors, et je ne veux surtout pas me laisser nommer à la tentation, si vous voulez, qui existe chez certains, de dire que le juif est cosmopolite par essence. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas, même si dans mon expérience, mais qui est une expérience de transition, je le dis encore, mais d'abord c'est chez moi. Ici c'est chez moi. Okay, ça c'est encore plus important. Le reste va s'effacer avec une génération. Et alors, cette autre rive, quand on est ici, peut-être qu'il faut déplacer le concept. Oui. De le faire passer du géographique à autre chose. Est-ce qu'il reste ce projet finalement? Il reste. Qui est quand même, cette autre rive est aussi un projet. Je pense qu'il reste. Mais donc on doit être dans l'autre rive en tant que nation. En tant que nation. En tant que nation, on est une autre nation qui doit, espérons-le, rayonner par de sa spécificité, de son apport. Mais avec toute cette difficulté qui aussi, si vous voulez, c'est encore quelque chose qui est pour moi de l'ordre du paradoxe, c'est de ce rayonnement universel qui passe par le spécifique, tellement spécifique, c'est-à-dire un lieu très particulier. Alors c'est aussi un paradoxe. C'est aussi un paradoxe parce que la visée est certainement une visée universelle, mais ça se passe par quelque chose de très spécifique, comme dirait Paul. Là, on est entouré de murailles. Ah ben voilà, des murailles vous en voyez un peu partout là. Alors, on est devant ce magnifique panorama de la ville, avec la partie arabe, la partie juive, et puis évidemment le mont des Oliviers, et en face le mont du Temple avec le dôme du rocher. Et vous, pendant les Shabbatot, vous avez l'habitude d'aller jusqu'au Kotel, jusqu'au mur. Ça représente quoi pour vous, cet endroit, le fait d'aller se mettre là, puisqu'on parle du lieu? Est-ce que là, vous êtes encore plus chez vous, sur cette esplanade? Absolument, mais c'est plutôt ce que représente l'endroit, les gens, les oiseaux, l'effervescence qu'il y a dans cet endroit. Pas les pierres. Les pierres m'intéressent autant qu'elles intéressaient Leibovitch, à peu près. Ça. Alors moi, quand je vais au Kotel, je vais
je m'assois sur une chaise, je regarde les gens et puis je bronze. Ça me va très bien, j'ai pas besoin d'aller et je ne me lamente pas du tout. Ouais. Voilà, c'est un mur sur lequel je me lamente pas, c'est un mur qui me réjouit beaucoup. Mais et ce qui me plaît aussi, c'est donc la trajectoire que j'ai depuis la maison jusqu'au Kotel. C'est que je traverse la ville moderne, ensuite on rentre dans le souk par la porte de Yafo, et ensuite on arrive à l'endroit juif par excellence. Et ça me rappelle l'itinéraire que j'avais quand je retournais au Maroc, à Tanger, où on traversait aussi cette très belle ville de Tanger, la partie moderne. Ensuite, on arrivait avec mon père, on rentrait dans le Soko, c'est-à-dire dans la Médina, ces petites ruelles pour arriver à la synagogue de mon oncle, qui était la plus grande synagogue de Tanger. On ouvrait une petite porte et puis on avait un endroit juif. Donc j'ai l'impression de refaire ce même itinéraire. Voilà, ces 3 passages que je faisais à l'époque, mais j'ai constaté que je faisais la même chose ici. Je l'ai constaté après coup. Et je me dis, mais c'est pareil, et c'est probablement pour ça que ça me plaît tellement. Et alors ce mélange, j'aime beaucoup. J'adore être dans le souk. Et puis quand on arrive au Kotel avec ce soleil extraordinaire, et l'endroit est beau, et puis c'est tous ces gens qu'il y a là-bas. Et puis voilà, c'est probablement, si vous voulez, cette idée du chez-soi, encore plus renforcée. C'est du super chez-soi. C'est je suis chez moi au carré. Ouais. Et est-ce que vous demandez quelque chose là, à quelqu'un? Ah non, que le soleil brille, c'est très bien. Non, je ne demande pas, je ne mets pas de papier. De toute manière, j'y vais le Shabbat. Non, je ne mets pas de papier, mais voilà, je suis très bien là-bas. Et finalement, le fait d'avoir comme ça recollé les morceaux analogiquement entre cette promenade de Tanger et cette promenade ici que vous faites a posteriori, ça donne une cohérence à tout ce parcours qui finalement pourrait être considéré comme un peu heurté au départ. Oui, finalement, il y a une logique dans tout cela. On peut dire ça. Et vous vous sentez aujourd'hui unifié dans votre identité. Vous avez une identité unifiée. Je dirais qu'il y a quelque chose de cet ordre, oui. Et finalement, quelque chose de cet ordre. Il n'y a pas de cassure. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre, mais ici, mais sur place, quoi. Mais le fait que ça se passe ici, si vous voulez, c'est comme si là-bas c'était un avant-goût du scénario de ce qui allait se passer ici plus tard. Voilà, on pense comme aussi si c'était ça. La phrase de Manitou sur les signes des pères sont voilà, Siman pour les fils. Voilà, et donc ici maintenant, comment vous voyez l'avenir de ce pays-là? Vous avez l'impression que cette notion d'hébraïté, de collectif national, est-ce que vous craignez qu'il puisse se normaliser ou au contraire mal tourner? J'espère évidemment que non, mais il y a des dangers. Mais non, mais je crois qu'on est porté par quelque chose de tellement grand, de tellement important. Mais c'est vrai que c'est en devenir. On est encore sous le... Je veux dire, pour moi, la chose quand même majeure, tellement fondamentale, c'est que on vit quelque chose qui est de l'ordre du messianisme, mais en prenant l'idée du messianisme comme l'exprime Maïmonide. C'est-à-dire quand il dit que ce qui nous sépare, ce qui fait la différence entre une époque, ce qui caractérise l'époque messianique, c'est qu'on n'est plus sous le joug des goïm. Alors ça, on l'a réalisé d'une manière, alors pas à 100%, mais on est tellement, je veux dire par rapport au temps où mon père combattait les nazis, où on était sous la botte des nazis, et ce qui se passe aujourd'hui où on est, alors c'est vrai qu'on a encore un peu de dépendance, c'est vrai, mais quand même, c'est énorme, c'est colossal. Alors là, je fais partie d'une génération, ou de 2 générations qui sont encore portées par cette chose tellement fondamentale, tellement majeure, qu'il y a quelque chose, comme je disais, de messianique. Maintenant, le devenir, il est encore en élaboration. Est-ce que justement... Et puis je ne le vois pas. Je vais vous dire que j'ai une vision claire de comment les choses, vers quoi les choses vont évoluer, comment ça va évoluer. Ce qui est clair, c'est que c'est encore en gestation. Et qu'il y a des choses encore extraordinaires qui devraient arriver, allez savoir le temple, mais pas idée de comment ça va fonctionner, de quelle manière. Il y a tellement de choses qui sont essentielles
dans le judaïsme dont on a perdu la notion, c'est-à-dire la prophétie. On n'a pas idée de ce que c'est. Et pourtant, c'est quelque chose, c'est une composante majeure. Mais en parler, on ne dirait que des bêtises. De la même manière, ce lieu extraordinaire qui est le lieu du temple, on n'a pas idée. Donc il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a quelque chose de plus que tangible, de fondamental, que j'ai déjà même qualifié de messianique. Ne plus ou moins, beaucoup moins être sous les jougs des goïms, c'est fondamental. Être une nation, alors si on arrive à faire progresser évidemment la justice sociale, avoir une meilleure société, une société, cette société idéale qui est la vision juive, cette société éthique, voilà le projet. Que tout aille dans cette direction, non. Que beaucoup de choses, beaucoup d'indicateurs et beaucoup de gens exceptionnels travaillent dans cette direction, c'est aussi une évidence. C'est aussi une évidence. Est-ce que quand vous voyez les générations nées ici, oui. C'est-à-dire en fait la majorité des gens maintenant ici sont des Sabras, c'est-à-dire sont nés ici, est-ce qu'ils ont encore la notion de ce que c'était que d'être sous le joug des nations? Et est-ce que pour eux ça ne devient pas quelque chose de naturel? Je ne sais pas quelle impression ça fait. Étant donné qu'on n'est pas vraiment entouré d'amis, je pense que quelque part cela est vécu aussi quand il y a des Scud ou on a eu des Scud ou d'autres choses, des missiles qui vous tombent sur la tête. Donc on n'a pas encore vraiment réglé la chose. Et donc je pense que oui, ils savent ce que c'est probablement d'une manière différente, hein, mais non, peut-être similaire, mais quand même, on peut répliquer, quoi. Je veux dire, c'est autre chose. C'est autre chose par rapport à l'horreur de ce qui s'est passé en Europe et ce qui s'est passé pendant 2000 ans, en fait. Hein. Donc il y a un énorme progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors vous nous avez dit que vous étiez officier de réserve. Oui. L'armée dans ce pays, quel rôle joue-t-elle par rapport à cette transformation globale dont vous parlez? On a l'impression que c'est un vrai creuset, que c'est un rôle très important. Je ne sais pas quelle est votre perception. Je suis trop loin de cela pour vous en parler. Ça fait trop longtemps que c'est passé. Non, ça fait longtemps que je participe plus à l'armée. Mais malgré tout, on a le sentiment que la présence de tous ces soldats, ces jeunes, chacun dit ça fait partie des enfants, chacun considère que c'est ses enfants. Chacun y va malgré tout. Alors là, il y a un grand mélange. Hein, il y a un grand mélange parce que vous avez des gens absolument exceptionnels avec une dévotion, mais un héroïsme, dévotion extraordinaire. Et puis vous avez des gens des jeunes aussi qui s'éloignent pas mal. Donc là, l'image n'est pas aussi claire. Hein. Vous parliez, pour finir, du judaïsme comme religion en exil. Oui. Ça se transforme ici comment? C'est-à-dire, est-ce que religion en exil? Moi, je n'ai jamais pensé le judaïsme comme religion. Oui, mais bon. Non pas disons qu'elle avait pris une forme que le Rav Kook appelait une religion un peu dégénérée, c'est-à-dire par la force, la nécessité de l'exil. Oui. Elle avait pris une forme un peu fermée de religion comme les autres. Bon. Ici, est-ce que vous avez une pratique où vous avez une pratique d'étude aussi qui est différente de celle que vous aviez? Évidemment, c'est un peu lointain, mais est-ce que vous avez l'impression que quelque chose se transforme? On parle par exemple de Torah d'Eretz Israël et de Torah. Est-ce que ça vous, sur le plan du judaïsme même, vous avez l'impression que quelque chose se transforme ici, que ça passe par d'autres canaux, que ça innerve d'autres circuits? À titre personnel, je peux. Bon, le fait de faire partie qu'au niveau du peuple, qu'au niveau du collectif, que tout cela soit au niveau du collectif, au niveau de la nation, évidemment que ça rajoute une dimension fondamentale différente. Évidemment que oui. Au niveau personnel, donc c'est quand on participe quand on voit que c'est au niveau de la nation que ça se produit, oui, c'est fondamental, oui. Voilà, on va abandonner ce paysage, peut-être marcher quelques pas ensemble. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier dans cet endroit qui vous rappelle le moment où vous êtes arrivé? Vous êtes arrivé à Jérusalem? Non, d'abord mon expérience. Jérusalem, c'est 20 ans.
j'ai passé quand même beaucoup d'années hors de Jérusalem. Oui, vous étiez où? J'ai commencé par Haïfa, où j'ai fait mes études. Et ensuite, j'étais à Kfar Shmariaou et Herzliya. J'étais dans la Shfela. La Shfela, c'est l'endroit dont Manitou questionnait des gens qui se trouvaient là-bas en disant « Qu'est-ce que je fais là ?» Donc la Shfela, c'est la plaine. Donc voilà, je me suis dit la même chose, qu'est-ce que je fais là, et je suis passé à Jérusalem. Voilà. Et ici, quand même, on dit souvent que quand on habite Jérusalem, bon, c'est une sorte de nature, on va dire qu'on n'imagine pas être ailleurs. Oui. Vous n'imaginez pas aller vivre à Tel Aviv, par exemple? Non, j'imagine beaucoup aller à la plage à Tel Aviv, mais vivre à Jérusalem. Ouais. Voilà comment ça fonctionne pour moi. Mais Jérusalem, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont... Autant il y a de l'amour de Jérusalem, et puis ça se manifeste aussi chez d'autres personnes par une grande allergie. Alors c'est assez... vous n'êtes pas neutre par rapport à Jérusalem. Ou vous aimez, ou vous adorez, ou vous n'aimez pas du tout. Ouais. Vous êtes venu là en 73. Oui. Donc depuis, il y a eu un certain nombre de guerres ici. Oui. Ces périodes de guerre... ont été fort éprouvantes. Vous avez eu... fort éprouvantes. D'abord, quand on a eu... je me souviens quand on a eu les Scud qui arrivaient envoyés par Saddam Hussein. Et je me souviens j'étais avec mes enfants à Herzliya, et qu'un Scud est tombé juste à côté, et on était dans une petite chambre. C'était tellement ridicule, avec du masking tape dans les fenêtres. C'était supposé arrêter les armes chimiques et les gaz. Vous voyez, c'était grotesque. Et puis à un moment, et j'avais un de mes enfants, je lui avais donné un chocolat. Alors, sans faire de publicité, c'était un Côte d'Or, un éléphant Côte d'Or. Il l'avait pris dans la main, à la fin de l'alerte, le chocolat lui sortait par les doigts. Il avait serré son chocolat tellement fort. Alors ça, c'est un souvenir de guerre. Un autre souvenir de guerre, mais ça c'était terrible, c'est quand mon aîné, qui était à Golani, se retrouvait à faire des embuscades à la frontière du Liban au Hezbollah, et que j'ai entendu qu'il y avait eu 14 morts du côté des Golani, et que j'étais sans nouvelles. Bon, j'étais sur la télévision en boucle. Voilà, c'était des périodes. Moi, personnellement, je n'ai participé directement à aucune guerre. Mais voilà, mes enfants, c'était. Ce traumatisme de guerre. C'est un traumatisme dont il ne me parle pas. Je sais qu'il ne parle pas. Il ne parle pas, mais je sais que c'était très difficile. Pourquoi est-ce qu'il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui soient faites ici en Israël pour ces traumatismes post-guerre pour les recrues? C'est une chose qu'on ne veut pas vraiment parler parce que... Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais parce pas. qu'il ne vous en parle pas à vous, votre père. Oui. C'est assez marrant et ça doit être très perturbant pour l'existence aussi. Mais c'est un soupçon que je ne suis pas sûr du tout. J'ai l'impression que... Et puis c'est vrai qu'il est devenu... lui il a vécu, je pense qu'il a vécu très, très difficilement. Oui. Il a vécu très difficilement. Et c'est là où vous dites, cet engagement pour Israël, il est que j'allais dire, c'est la preuve que soit qu'on va à l'armée, soit que son enfant va à l'armée, et que finalement ce qu'on a de plus cher, voilà, c'est des histoires voilà, moi j'avais étudié avec quelqu'un, on disait que finalement les choses qui comptent vraiment, c'est les choses pour lesquelles on est prêt à donner sa vie. C'est ça voilà la véritable mesure. Donc cette mesure, elle existe ici, quoi. Ça, on voit ça.